Je sais pas vous, mais moi en été j'ai toujours envie de lire 3 milliards de livres différents. De la SFFF comme d'habitude, des thrillers, des romans d'horreur, complètement opposés aussi, des choses un petit peu plus légères, des contemporains, pourquoi pas même de la romance. Je vous ai donc concocté la pile à lire ultime pour un été au top du top. Alors oui, vous vous direz certainement que je suis passée quasiment sans transition de je suis en panne de lecture, je ne lis quasiment plus rien à je fais une pile à lire démesurée pour l'été, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Je suis de nouveau dans le back into the swing of things. J'ai eu plein d'envies de lecture très diverses et variées et je me suis fait plaisir. Est-ce que j'arriverai à lire tout ça en 2 mois ? Je ne pense pas, à moins que je ne fasse que ça de ma vie et que j'en fasse des nuits blanches. Mais en tout cas, ces livres me font hyper envie. Je trouve qu'ils sont tous absolument parfaits pour la saison estivale et je vais vous les montrer tout de suite sans plus tarder parce que j'en ai une petite vingtaine. Je vous ai classé tout ça dans 4 catégories différentes que j'ai faites un peu par thématique, un peu par ambiance plus que par genre. Enfin bref, vous verrez que tout ça est très arbitraire, mais j'arrête de blablater pour rien dire et je vous montre ça tout de suite. Et on va commencer par la catégorie qui est sans doute la plus évidente si vous me connaissez bien. Elle sera parfaite pour vous si vous avez envie d'un été 100% SFFF. Publication très récente de chez Monsieur Toussaint l'ouverture, je brûle d'envie de lire les 2 volumes de Swan Song de Robert McCammon. Vous avez le feu et la glace et la glace et le feu, voilà, de façon très symétrique. Comme vous pouvez le constater, c'est une petite duologie apocalyptique dans laquelle on va suivre plusieurs personnages aux États-Unis qui vont tenter de survivre tout simplement à la fin du monde. C'est un genre de roman choral de ce que j'ai entendu qui est bourré d'action, qui est hyper divertissant et qui a l'air de mettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire que tout le monde a adoré, enfin tous les gens que je connais en tout cas qui ont lu cette petite saga, et c'est la lecture du book club de Cornelius pour cet été. Je n'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans ces livres. Je pense que je vais beaucoup dire j'ai hâte, je n'ai qu'une hâte, trop excitée à l'idée de lire ces livres. Je vais essayer de me calmer un petit peu. De la fantaisie pure et dure cette fois-ci avec Tresse de la mer émeraude de Brandon Sanderson. Il s'agit de son tout premier projet secret. Vous savez, les livres qu'il a écrits comme ça, tranquille, pendant le confinement, pendant que nous ne faisions rien à part se mettre du vernis sur les ongles de pied et bronzer sur nos balcons. Je ne sais même pas vraiment de quoi ça parle, mais il est question de mer, donc pour l'été, quoi de mieux? Et j'ai l'impression que la tresse en question, elle vit sur un rocher au milieu de l'océan, mais l'océan n'était pas du tout comme on l'imagine, et le rocher non plus. La fille, en revanche, était exactement comme on l'imagine, à condition qu'on imagine une fille gentille, à la voix douce, et passionnée par sa collection de tasses de thé. J'ai un flashback de moi qui lisait déjà ce résumé dans un précédent book haul en début d'année. Ce résumé ne veut absolument rien dire, mais c'est Brandon Sanderson, je lui fais confiance. Je pense qu'il nous a réservé une histoire très divertissante encore une fois. D'ailleurs, ce livre est bourré d'images totalement océaniques, maritimes, avec des petites vibes navigation. J'espère que ça va me plaire en tout cas. Dans un registre un petit peu différent, on a les cartographes de Peng Shepherd. Ici, je pense qu'on est plutôt sur un genre de thriller, mystère, sur fond peut-être un petit peu de SF ou de fantastique. Je ne sais toujours pas, vu que depuis que je vous en ai parlé aussi dans une précédente vidéo, je n'ai pas avancé parce que je vous disais que je l'avais commencé, je l'ai reçu en service de presse au mois de mars déjà. C'était pas la bonne période pour moi et malheureusement j'ai pas vraiment pu le lire. En tout cas dans ce livre on suit Nell qui était une prestigieuse cartographe employée à la grande bibliothèque de New York. Elle a perdu son emploi à cause de son père avec qui elle est restée en froid pendant de nombreuses années après ça. Et quand le roman commence, son père décède dans des circonstances qui sont apparemment naturelles, mais dont on s'aperçoit très vite qu'elle serait peut-être plutôt criminelle. Et derrière lui, il a laissé une mystérieuse carte qui intrigue fortement sa fille et son entourage.
Et il se pourrait que des gens soient à la recherche de cette fameuse carte et qu'il se passe des choses pas très nettes et plutôt inquiétantes. Un très très gros début d'une très très grosse saga parce que après tout, pourquoi pas, j'ai le premier volume de Kushiel de Jacqueline Carré. Celui-ci, c'est la marque dans ses rééditions chez Brajlon qui sont assez récentes. Ils sont aussi sortis en poche d'ailleurs. C'est un énorme pavé, mais que j'ai tellement hâte de lire. Il va peut-être se faire une petite lecture commune, sauvage, non officielle sur mon Discord au mois d'août, parce que je l'avais proposé dans les sondages de lecture commune de cet été. Il n'a pas gagné, mais on est très nombreuses à avoir envie de le lire puisque on a entendu que des avis incroyables de cette saga. Kushiel, c'est donc de la fantaisie politique, un peu, j'ai l'impression, à la Game of Thrones, mais dans laquelle la sensualité et les plaisirs de la chair ont une place assez importante. Il paraît que l'histoire est géniale, que les personnages sont un plaisir à suivre, que les intrigues politiques vraiment n'ont rien à envier à d'autres sagas très réputées. J'ai tellement envie de replonger dans une saga de fantasy qui saurait me happer et dont j'aurais pas du tout envie de sortir et dont je sais que j'ai presque des milliers de pages pour apprécier et pour profiter à fond de ma lecture. Je sens que ça peut être le cas avec Kushiel et je n'ai qu'une hâte, c'est de le découvrir. Encore une énorme saga et ici c'est mi un début, mi une suite et là vous allez vous dire elle se fout de notre gueule. Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb, j'ai la première intégrale chez J'ai lu, j'adore ces formats-là, c'est comme ça que j'ai lu la première époque de l'Assassin Royal. L'Assassin Royal que j'avais lu quasiment d'un coup pas pendant le confinement, mais en 2020 quoi. Et depuis, j'ai acheté ce volume au déconfinement, le premier, et ça fait du coup 3 ans que je dis qu'il faut absolument que je lise cette saga, d'autant que énormément d'entre vous m'ont dit « T'as aimé l'Assassin Royal, tu as adoré l'Assassin Royal, t'es pas prête pour les Aventuriers de la Mer, c'est encore mieux. » Et en effet, je suis pas prête parce que Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est gros, c'est vrai qu'il va me falloir du temps pour lire tout ça, mais je sais que je vais adorer. Et c'est ce que je disais avec Kushiel, je pense que la dernière fois que j'ai ressenti un attachement comme ça pour une saga, c'était l'Assassin Royal. Et je crois que j'ai peur aussi un peu de me lancer là-dedans, parce que qu'est-ce qui se passe si j'aime un peu moins que prévu? Qu'est-ce qui se passe si j'aime encore plus et qu'ensuite ça s'arrête? C'est compliqué d'être une lectrice. Est-ce que j'essaie de vous baragouiner un résumé des Aventuriers de la Mer alors qu'il n'y en a même pas au dos et que moi-même je ne sais pas exactement de quoi ça parle? Tout ce que vous avez besoin de savoir, je pense, c'est qu'on est dans l'univers de l'Assassin Royal, on est dans les 6 duchés et on va suivre des gens sur des bateaux, des pirates peut-être. Apparemment il y a des personnages incroyables, formidables, il y a des personnages qu'on déteste. Bref, du Robin Hobb tout craché et je pense qu'on ne va pas s'ennuyer une seule seconde. Et je clôt cette catégorie SFFF avec Les Lions d'Al-Rassan, j'ai eu un bug, de Guy Gavriel Kay, c'est chez les éditions La Talente. J'ai trouvé cette magnifique édition vintage d'occasion évidemment, puisque le prix est en francs, figurez-vous. Mais ne vous inquiétez pas, c'est très facile à trouver. D'ailleurs, il y a une réédition là qui date d'il y a quelques mois à peine, je crois, de chez La Talente, toujours, qui est absolument magnifique. Guy Gavriel Kay, c'est le roi de la fantaisie historique. Il nous écrit des récits qui se basent sur ce qui s'est passé dans notre histoire, fantaisie historique. Et ici, il s'est inspiré de la Reconquista espagnole et on va suivre encore une fois plusieurs personnages dans un climat un peu de guerre, j'imagine. J'ai entendu dire que c'était prodigieux et je n'ai jamais lu cet auteur alors que vraiment j'aimerais beaucoup parce que c'est un peu une référence en la matière. Voilà, peut-être une petite lacune à combler cet été. Et pour cette deuxième partie de vidéo, on va rester un petit peu dans l'ambiance puisque bien sûr mes petites catégories sont un peu arbitraires et ces livres pourraient un peu sauter d'une catégorie à une autre. En tout cas, si vous avez envie d'un été de noirceur, d'un été de mystère, ces livres sont faits pour vous. Et je commence avec mon incroyable lecture en cours que j'aurais aussi pu mettre dans la catégorie SFFF.
Zephyr Alabama de Robert McCammon comme Swan Song, toujours publié chez Monsieur Toussaint, l'ouverture. On dirait un livre pour enfants, vu comme ça. Et pour cette raison, il ne me faisait pas spécialement envie parce que je ne savais pas de quoi parlait ce livre. J'avais juste l'impression que c'était un peu un livre jeunesse dans lequel potentiellement il se passait pas grand chose, qu'on allait peut-être suivre la petite vie de certains personnages. Enfin, je savais pas du tout où j'allais. Et en fait, Zephyr Alabama, c'est un livre plein de mystères, plein de noirceur justement. C'est un livre fantastique avec des petites pointes horrifiques par moment. C'est aussi un roman d'apprentissage, c'est aussi un roman qui parle d'une époque et d'un lieu bien précis. C'est tellement de choses à la fois, on ne s'ennuie pas une seule seconde, il se passe tellement de choses dans ce livre. On suit tellement de personnages avec toujours, enfin à travers les yeux en tout cas de notre personnage principal qui s'appelle Cory et qui a 12 ans. Et en fait sa vie bascule le jour où un matin il accompagne son père qui fait sa petite tournée pour livrer du lait. On est dans les années 60 en Alabama et ils sont témoins d'un horrible accident de voiture, mais en voulant porter secours au chauffeur, ils s'aperçoivent qu'il a déjà été assassiné, qu'il est dans un état affreux. Et à partir de ce jour-là, il y a des choses terrifiantes qui se produisent, il y a des choses très mystérieuses et fantastiques qui se produisent dans leur ville. Et on va suivre toute une année après ce tragique événement. Et voilà, on a un mystère à résoudre, on a plein de choses bizarres qui se passent. La plume est incroyable, les personnages sont incroyables, c'est déjà un coup de cœur alors que je ne l'ai pas encore terminé. Mais voilà, je vous le recommande à 100%. Et vraiment une lecture parfaite pour l'été parce que ça commence au printemps et qu'ensuite on a un gros passage sur l'été, enfin bref, génial. Sur ma liseuse, je me suis pris La dernière maison avant les bois de Catriona Ward. C'est une sortie assez récente, il me semble, de chez Sonatine. C'est un livre dont vous avez peut-être entendu parler en anglais. En tout cas, moi je l'avais beaucoup vu passer sur des chaînes anglophones. Ça s'appelle The Last House on Needless Street. Et j'avais même pas fait le rapprochement entre la VO et la VF tant les couvertures sont différentes et puis parce que Needless Street n'était plus dans le titre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu trop de com sur la sortie du livre en français alors que, encore une fois, j'en ai beaucoup entendu parler en anglais et c'est un livre qui a énormément plu, notamment à Books & Bao, que vous savez que j'adore suivre. Et ici, le résumé nous dit que dans l'impasse de Needless Street, à la lisière des ombres de la forêt, se dresse une maison. Isolée, solitaire, à l'image de ses habitants qui vivent à moitié reclus derrière ses murs. Parfois y résonnent les rires d'une petite fille, parfois ce sont les miaulements d'un chat, parfois on aperçoit le propriétaire, Ted Bannerman, arpentant le jardin de sa démarche craintive et nerveuse. Dee, qui vient d'emménager dans la maison voisine, est persuadé qu'un terrible secret pèse sur les lieux. Aurait-il quelque chose à voir avec cette disparition d'enfants 11 ans plus tôt dans les environs ? Que se passe-t-il vraiment derrière la porte de la dernière maison de Needless Street ? Ça a l'air trop bien. J'adore lire de l'horreur en été. Je pense que ça va être une très bonne lecture, en tout cas j'espère. La fille du batelier de Andy Davidson, c'est paru chez Gallmeister il y a quelques mois, encore une fois, je vous l'avais déjà montré. Ça se passe dans le bayou, en plein cœur de la Louisiane. Et par une nuit sombre, la vie de notre personnage Miranda va basculer, puisqu'on nous dit que Miranda n'oubliera jamais cette nuit où l'obscurité a englouti son père et a enfanté un bébé mutant qu'elle a pris sous son aile. Et pour survivre, elle va trafiquer de la drogue sous les ordres d'un pasteur fou et vicieux. Et Iskra, c'est une espèce de vieille sorcière, et sa magie noire vont veiller sur les deux enfants. Mais des puissances aussi bien humaines que surnaturelles ont décidé de s'en prendre à eux. On nous dit que c'est un thriller horrifique, magnifique et brutal avec une atmosphère enivrante. Tout ce que j'aime lire pour l'été, j'ai l'impression qu'on va étouffer de chaleur dans l'été de la Louisiane. Enfin, j'ai trop hâte de le lire. Il a l'air tellement bien et cette couverture est incroyable. On va faire un petit détour en France dans les années 80 avec Je suis ta nuit de Loïc Le Borgne. C'est un livre que j'avais eu dans une box Actu SF. J'avais demandé quelque chose d'effrayant, d'inquiétant et de très atmosphérique et on m'avait mis ce livre-là. Ça se passe en été
trop bien. Et on va suivre 6 enfants qui découvrent un cadavre mutilé, qui n'est que le premier d'une longue série. Et Pierre et sa bande de copains inséparables sont obligés d'enterrer leur enfance et certains de leurs proches, alors que le puits et l'homme au chapeau haut de forme s'emparent peu à peu de leur innocence. Ça a l'air trop bien, ça a l'air très angoissant, très horrifique, un petit peu style Nuit d'été. C'est vraiment ma référence maintenant en termes de roman fantastique, horrifique, un petit peu d'époque où on suit des enfants ou des jeunes ados. J'espère que je vais adorer parce que mes espérances sont assez élevées, mais j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien de ce livre. Donc on verra ce que ça donne. Allez, il me reste 2 livres à vous présenter dans cette catégorie. Je me suis acheté d'occasion L'Hôtel de Verre de Emily St. John Mandel, une autrice dont j'entends encore une fois énormément de bien et que je n'ai pas encore eu le plaisir de découvrir. L'Hôtel de Verre m'intrigue énormément parce que vous allez vous dire mais je suis pas préparée, je fais que vous lire des résumés. Je suis vraiment désolée. On est sur l'île de Vancouver et sur l'immense paroi transparente de la réception de l'hôtel Cayette, il y a un graffiti qui est apparu et qui dit « Et si vous avaliez du verre brisé ?» Et pourquoi ce graffiti apparaît précisément le soir où on attend le propriétaire du lieu, le milliardaire américain Jonathan Alkaitis, je ne sais pas comment on prononce son nom. Ce message menaçant lui semble... C'est dur à dire. Ce message menaçant semble lui être destiné. Voilà. Et ce soir-là, une jeune femme prénommée Vincent officie au bar. Le milliardaire lui fait une proposition qui va bouleverser sa vie. Ce résumé est un peu bizarre, mais ça a l'air mystérieux. J'imagine quelque chose de très atmosphérique, un peu de très lent, de très presque contemplatif, et de très froid aussi, pas dans le sens du climat, mais dans le sens, une ambiance, je sais pas, où genre il faut se méfier de tout le monde, on ne sait pas qui est son ami, qui est son ennemi, une espèce de huis clos, enfin, je sais pas, ça me vend des vibes que je retranscris très mal, mais qui me font très envie. Et alors là, j'ai le livre pour les nostalgiques de Stranger Things, et notamment de cette dernière saison qu'on a regardée l'été dernier, je pense. J'allais dire il faut lire l'anglais, mais en fait c'est un roman qui a également été traduit en français. Je vous présente My Best Friend's Exorcism de Grady Hendrix, avec cette couverture incroyable qui ressemble à un VHS. Ça rappelle le bon vieux temps. Ici, on va suivre 2 meilleures amies qui sont au lycée et qui se connaissent depuis très très longtemps, et un soir, elles vont faire un petit bain de minuit dans le lac ou dans la mer, je sais pas exactement où elles habitent, et visiblement, l'une des deux va revenir changer, et bon, comme le titre l'indique, je pense que la meuf est possédée et qu'il va falloir la sauver, tout simplement. Ça se passe dans les années 80, et vraiment en termes d'ambiance, de côté horrifique, j'aime bien aussi lire des trucs en été qui parlent de groupes d'amis, de jeunes ou d'enfants, mais là on est servi. Alors pas merci pour la couverture qu'ils ont reprise pour la VF, qui était déjà une couverture VO, mais il y avait celle-là à disposition. Elle est carrément plus belle, elle est extrêmement kitsch. Ce sera pas du goût de tout le monde, mais moi j'adore. La pile va s'effondrer. Si Zéphyr tombe, je hurle. Oui, les autres, je m'en carre le cul de vous. Maintenant, j'ai 3 petits bouquins à vous présenter. Et là, c'est plutôt une catégorie style un été pour tout changer. Dans cette catégorie, j'ai mis 2 contemporains et un classique. Que serait un été pour moi sans Taylor Jenkins Reid? J'ai lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo en 2018, je crois l'année où j'ai commencé ma chaîne. L'année d'après, j'ai lu Daisy Jones and the Six. Et l'année dernière, j'ai lu Malibu Rising, donc Les Sirènes de Malibu en français. Et à chaque fois, j'écoute ces audiobooks en VO parce qu'ils sont géniaux. Et cette année, je ne vais pas déroger à la règle puisque je me suis pris sur Audible Carrie Soto is Back. Et ce qui est intéressant avec les personnages de Taylor Jenkins Reid, c'est que certains se croisent un peu dans les mêmes univers. Par exemple, le papa des gens qu'on suit dans Les Sirènes de Malibu, c'est une des conquêtes de Evelyn Hugo. Et là, Carrie Soto, c'est un personnage qu'on a aussi vu dans Malibu Rising. Et c'est une femme américaine qui détient, je crois, les meilleurs records
de tennis, puisqu'elle était tennisman professionnelle. Et là, il me semble qu'elle a 40 ans, elle a pris sa retraite, et il y a une petite jeunette qui a débarqué sur les cours et qui est en train de rafler tous les records. Et Kairi Soto, elle se dit en fait, je vais retourner dans le game juste pour une saison et je vais lui mettre la pâtée pour garder mes records. Voilà, je n'en sais pas plus. Je pense que fidèle à elle-même, Taylor Jenkins Reid, elle va nous parler un peu de, voilà, du background de ces personnages, de leur vie perso, de leurs drames, de leurs échecs, tout ça, tout ça. Une petite lecture de plage, je vais me laisser tenter et on verra ce que ça donne. Je me suis mis une petite romance dans cette pile à lire parce que pourquoi ne pas se laisser tenter vraiment en été? S'il y a bien un moment, bah c'est maintenant. Et je me suis acheté, je suis pas allée chercher bien loin et j'ai pris une valeur sûre, Beach Read d'Emily Henry, qui a été traduit sous le titre Comme un roman d'été et qui est déjà en plus sorti en poche, donc trop bien si vous voulez le lire à moindre coût. Ici, on va suivre deux auteurs qui ne se connaissent pas, un homme qui écrit des romans plutôt sérieux et une femme qui écrit des romances assez légères. Tous les deux ont le syndrome de la page blanche et ils se retrouvent dans une espèce de retraite d'écrivain ou un truc comme ça. Enfin, ils sont dans une maison au bord d'un lac et ils vont échanger. Zéphyr. Zéphyr va bien. Oh non, il a pris un petit pet là sur le coin. Bon, tout va bien. Qu'est-ce que je disais? Ils vont devoir... Enfin, ils vont pas devoir, ils vont décider d'échanger leur rôle, enfin d'écrire le livre de l'autre. Et puis ils vont tomber amoureux. Voilà, j'ai entendu dire, même les gens qui n'aiment pas la romance disent que Emily Henry, tout ce qu'elle écrit, c'est génial. Donc j'espère que je serai du même avis. Dernier destin chamboulé le temps d'un été et dernier livre que je vous présente dans cette catégorie, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas fini, il y en a encore une dernière après ça. Je vous parle de The Swiss Summer de Stella Gibbons. C'est une autrice qui a été très prolifique de son vivant, puisque c'est l'autrice notamment de Cold Comfort Farm, qui a été traduit sous le titre la ferme de cousine Judith, si je dis pas de bêtises, en tout cas c'était une réédition, un truc comme ça. Il me semble qu'il y a aussi eu un film ou une série télé, ou... bref, c'est une madame qui a écrit énormément de choses dans les années 40, 50, peut-être même après. Moi j'ai pris The Swiss Summer parce que la Suisse en été, je veux dire destination paradisiaque, ça a l'air absolument incroyable. Et on va suivre un petit peu, en fait j'avais aussi des vibes à Avril enchantée de Elisabeth von Arnim, parce qu'on va suivre une femme qui a la quarantaine il me semble, c'est une londonienne, elle en a un petit peu marre de la vie un peu tristounette de l'après-guerre à Londres, et en fait elle va accepter une invitation surprise pour passer l'été dans un petit chalet dans les Alpes suisses, et elle va rencontrer des gens... Voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, mais moi ça me donne extrêmement envie, je trouve que la couverture est trop mignonne. Bref, je pense que ça va être une lecture rafraîchissante. Allez, on en arrive à la dernière partie de cette vidéo qui sera parfaite si vous avez envie de secrets et de mystères dans la campagne anglaise. Je me suis pris un livre, je l'ai mis sur ma liseuse, je l'avais croisé en librairie il y a plusieurs mois déjà. Il s'agit d'une réédition d'un classique qui est paru en 1950. C'est Le Festin de Margaret Kennedy et j'ai l'impression que ça va être un genre de cozy mystery, je sais pas, mais en tout cas c'est clairement une espèce de thriller, mais qui a l'air d'avoir des vibes assez chill quand même. La couverture est tellement estivale, et bien sûr, on est en Cornouailles, en Angleterre, on est en 1947, et comme tous les étés, il y a le révérend Seddon qui rend visite au père Bott. Je ne sais pas qui sont ces gens. Sauf que le père Bott, il est un petit peu en PLS parce que cette année, il doit écrire une oraison funèbre puisque l'hôtel de Pendisac, un manoir qui donnait sur une crique paisible, vient de disparaître sous l'éboulement de la falaise qui le surplombait. Et avec lui, 7 résidents. Et de ce que j'ai entendu de ce livre, c'est que quand l'histoire commence, on sait déjà qu'il s'est passé tout ça. Heureusement, c'est dans le résumé. Et en fait, on va retourner au début, et on va apprendre à connaître ces 7 résidents,
et on ne saura pas qui... Enfin, ces 7 résidents, il y en a plus que ça justement, et on ne saura pas qui a survécu, qui s'en est sorti. Je pense qu'on va suivre un peu les petits clans, les petits dramas, les petits secrets. Enfin bref, ça a l'air trop bien, typiquement le genre de truc que j'ai envie de lire en été. Ok, on va continuer sur notre lancée e-book, comme ça ce sera fait. Je me suis pris la suite de Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Le deuxième tome, c'est Rendez-vous avec le mal. Je m'étais dit que j'allais vendre tous mes tomes de Cozy Mystery que j'avais lus l'année dernière pour une vidéo particulière, parce qu'il y a tellement de volumes que c'est mort en fait, j'ai pas assez d'espace, bref. Puis je savais pas si j'allais continuer. Et là, j'avais trop envie de me lire un petit Cozy Mystery et j'ai choisi celui-ci parce que j'avais plutôt bien aimé le premier tome. C'était pas transcendant, mais c'était assez chouette. J'avais adoré cette ambiance de petit village. Tous les gens se connaissent. On avait cette dynamique aussi un petit peu conflictuelle avec un habitant qui n'était pas rentré au bercail depuis très longtemps, qui était un peu banni. Enfin, voilà, ça sent les cupcakes, ça sent les pâturages. Et c'est typiquement le genre de cadre que j'adore pour mes petits romans d'été. Et là, je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans ce deuxième tome. On va continuer à suivre nos 2 personnages principaux. Delilah, qui a une agence matrimoniale, d'ailleurs dont les membres masculins se sont fait zigouiller dans le tome 1, enfin pas tous, hein, je ne vous spoil pas. Et Samson, qui a lui une agence de détective privé. Mais voilà, les deux, ils se sont associés. C'est bien parce qu'en même temps, je me remémore le tome 1 que visiblement j'avais complètement oublié. Et pour continuer dans cette vibe purement anglaise et dans cette vibe d'été anglais, eh ben, je me suis pris Été anglais, la saga des Casalets, le tome 1 de Elizabeth Jane Howard. Bon, ça apparemment c'est un peu des vibes à la Downton Abbey. Personnellement, je suis pas trop fan, j'ai jamais vraiment regardé, mais j'ai vu des petits épisodes par-ci par-là quand ma mère bingeait clairement la série. Et ici on est en 1937 dans le Sussex. On est en été forcément comme le titre l'indique. Et dans la propriété de Home Place, la Duche, affairée avec ses domestiques, prépare l'arrivée de la famille au grand complet. Les 3 fils Hugh, Edward et Rupert Cazalet sont en chemin depuis Londres avec épouse, enfants et gouvernante. Entre pique-niques sur la plage et soirées auprès du gramophone, les intrigues familiales se succèdent. Aux préoccupations des adultes font écho les inquiétudes des enfants et à la résilience des femmes répond la toute-puissance ou l'impuissance des hommes. L'été regorge d'incertitudes, mais sans l'ombre d'un doute, une nouvelle guerre approche. Oui, parce que j'allais dire, forcément, on est en 37, donc les choses sont sur le point de se gâter. Apparemment, ça parle de secrets de famille, c'est à peu près tout ce que j'en sais, mais j'en ai entendu d'assez bons échos. Les couvertures sont vraiment sublimes et font très 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 envie pour l'été, on ne va pas se mentir, c'est aussi un peu ce qui m'a fait craquer, en tout cas ce qui m'a tapé dans l'œil. Mais affaire à suivre en tout cas. Par contre, c'est un énorme pavé, donc affaire à suivre un jour. Et pour terminer, j'ai 2 romans, mais pas des moindres, puisque que serais-je sans Daphné du Maurier ? Daphné du Maurier, j'ai déjà lu la plupart de ses romans à ambiance plutôt automnale, plutôt lugubre, plutôt froide, même si je dis ça, mais il me semble que Rebecca se passe en été et qu'au contraire il fait assez chaud dans Rebecca. Mais je me suis pris 2 romans de Daphné du Maurier. Je vais commencer par celui-ci parce que c'est son tout premier. Il s'agit de The Loving Spirit. Cette couverture est tellement belle. Si ça ne crie pas été, je ne sais pas ce qu'il vous faut. C'est trop trop beau. C'est son tout premier roman qui a été publié sous le titre La chaîne d'amour et qui a été ensuite réédité sous le titre L'amour dans l'âme. Et on va suivre Janet Combe qui a envie d'aventure, qui veut être libre tout simplement et qui a envie de vivre, comment dire, She longs for the freedom of the sea. Voilà, traduisez ça vous-même. Elle est passionnée par la mer, par l'océan, mais vu que c'est une femme et qu'on est en je ne sais pas quelle année, eh ben elle doit sacrifier sa vie et ses rêves pour rester à la maison et épouser Thomas, un fabricant de bateaux. Son esprit d'aventure apparemment va se transmettre un petit peu de génération en génération. Il est assez gros, il fait un petit peu plus de 400 pages je crois. Et je crois qu'on va suivre toute la famille
près de la mer, près de l'océan, et je pense qu'il y a une très forte présence nautique dans ce livre. Bref, vous l'aurez compris, ça a l'air absolument parfait pour l'été. J'adore Daphné du Maurier. Voilà, je ne vois pas pourquoi ce livre ne me plairait pas. Et pour terminer, je me suis pris La Crique du français, Frenchman's Creek. On a encore un bateau, on a encore l'océan. Et on va encore suivre une aventurière un petit peu fougueuse, Lady Donna Sainte-Colombe, qui est un petit peu en plein scandale, puisque elle est un petit peu impliquée dans toutes les intrigues de la cour, mais elle n'a pas du tout envie de cette vie-là. Et elle veut un amour vrai, un amour, un grand amour. J'essaie de traduire, ça n'a aucun sens. Et en fait, elle va se rendre en Cornouailles, dans la demeure de son époux. Décidément, les Cornouailles font partie intégrante de cette pile à lire. Et là-bas, elle a envie juste de trouver un petit peu de solitude et un petit peu de paix, loin de l'agitation de Londres. Et il se trouve qu'en fait, là où elle se rend, c'est la base d'un pirate français, un hors-la-loi, qui sévit en Cornouailles, et en fait, je crois qu'elle va tomber amoureuse de lui. Une histoire d'amour interdite avec un pirate dans les années, je sais pas, peut-être 40-50, mais que demander de plus? Ça a l'air incroyable. Et voilà, c'est tout pour cette énorme pile à lire ultime de l'été. J'espère vraiment que vous y aurez trouvé quelques idées à piocher par-ci par-là. N'hésitez pas à me dire quel livre de cette pile à lire vous tente le plus, s'il y en a, et dites-moi quelle est pour vous genre la lecture de l'été, peut-être le livre qui vous tente le plus dans votre pile à vous. Je suis très curieuse de savoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller lire tout ça. Vraiment, j'ai une espèce de frénésie. Alors pas dans le sens où je lis énormément, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez difficilement concentré. Et donc j'ai rarement des longues plages de lecture ininterrompues, mais j'ai vraiment envie d'engloutir plein de livres. Et j'adore ce sentiment, j'adore. J'ai déjà pris assez de votre temps comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de passer un excellent été et de faire de très belles lectures. Et puis on se revoit très vite. Bye!